Il y a un temps pour vivre et un temps pour témoigner de vivre, a dit Albert Camus. Et bien aujourd'hui, je me fais témoin de cette chose étrange qu'est la vie. Je lui dédie tous mes actes, lui adresse tous mes remerciements, lui reconnais toutes ses grâces et accepte volontiers l'invitation qu'elle me formule à chaque instant. Parce que oui, qu'est-ce que la vie est belle. Vous aussi, vous avez remarqué, les gens sont tristes, moroses, ils sont pâles et plats, ils sont vides, rabougris et chagrinés. C'est comme si on les avait vidés de tout leur élan vital, qu'on avait siphonné jusqu'à la dernière goutte leur élixir de vie, comme si leur corps avait cessé de frémir sur la plaque bouillonnante de l'existence. On a alors l'impression que le monde se désenchante peu à peu, que les couleurs ne sont plus aussi vives, que les sons dissonnent plus qu'ils ne sonnent, que la peau de l'autre ne nous réchauffe plus, que le soleil se cache ou qu'il nous brûle, que le vent ne dessine plus de motifs verdoyants dans l'herbe, que les oiseaux se sont tous cachés pour mourir, que les saveurs assaillent militairement notre palais, que le ciel se révèle être un dôme hermétique, un couvercle froid plus qu'une voûte céleste, que les livres sont imprimés en vain, car ils n'impriment plus rien chez personne, que les mots sont creux, car tout a déjà été dit, que l'art n'est qu'un ressassement égotique des mêmes motifs sans portée supérieure, que l'amitié n'est qu'un palliatif de plus pour supporter la peine amoureuse, que l'exercice corporel n'est qu'une énième tentative pour réconforter notre estime blessée, que le matériel et le pécunier sont les seules récompenses du labeur, que la balançoire ne grince plus quand notre enfant intérieur s'y assoit. On a alors l'impression que les papillons deviennent gris. En bref, on se dit que tout est vain et futile. Notre réponse par défaut à tout enthousiasme est le fameux « à quoi bon ?» À quoi bon vivre si c'est pour mourir? Qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue? À ces questions, on ne trouve pas de réponse. Pas même une piste ou un semblant d'espoir. L'abandon de la vie nous paraît alors libérateur. L'atrophie de nos yeux ne nous soucie même plus. Et notre sourire félin laisse place à une gueule maussade, rationnelle à en mourir, répétant inlassablement les mêmes désespoirs. Happy or sad? Sad. Okay. But I warn you, I'll break your heart. Already broken. Alors oui, le désespoir, la profonde tristesse, la vengeance sur le monde, la misère existentielle, là-dedans, il y a assurément du beau et des choses à en tirer. Et je suis aussi évidemment passé par ces tréfonds où la démission, l'abdication face à la vie, semblent être les seuls et uniques remèdes à la souffrance. Tout ça, j'ai connu, et je le connaîtrai encore. Mais vous aussi, rassurez-vous, vous aurez votre portion de misérable à avaler goulûment ou péniblement. Mais
je vais vous dire, il n'y a rien de plus pitoyable et piteux que celui qui n'a jamais su digérer les mets amers que la vie lui a servis. Mais il y a peu de choses si gracieuses et nobles que celui ayant savouré et sublimé les desserts de désolation qu'on lui a assénés. Autrement dit, la souffrance, l'apathie lancinante et la vie sont insécables, indissociables. L'une ne va pas sans les autres. Vous devez faire avec. Une fois qu'on a compris ça, je dirais qu'il nous reste 3 solutions, 3 plans d'évasion. Premier plan, le refus, l'abandon de la vie. Tu te mets à nier la réalité, à la déformer, la modeler selon ta réalité. Tu sélectionnes ce qui te maintient et conforte ton narratif. Tu opères une véritable compression du monde, afin qu'il puisse rentrer dans ton microcosme cubique, sans horizon, sans aspérité, sans nuance et sans relief. Tu te mets à contredire pour contredire, à te faire des murges contemporains, tes normes, tes valeurs, tes volontés. Rien d'autre ne prévaut. Tu bafoues l'harmonie naturelle pour jouer ta propre discorde. Tout ce qui provient du ciel, de la terre ou d'ailleurs, tu ne veux pas entendre parler. Tu as créé ton propre référentiel délirant, entretenu par une cécité que tu qualifies de rationnelle, te menant à des conclusions qui manquent cruellement d'au-delà, d'infini, d'audace, de pureté, de lubrique et de divin. Mais bon, pour toi, tout se vaut. Nous ne sommes que de petites unités nombrilistes et nihilistes. Alors avoir un idéal ? Surtout pas. C'est une énième possibilité d'être déçu. Car c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Tu as été déçu par l'existence. Alors tu as décidé de l'ignorer, de ne pas répondre à ses appels quotidiens, de ne pas t'autoriser à vibrer divinement et pleurer piteusement. Il ne faut pas te parler du corps. Pour toi, ce n'est qu'un outil égotique, un fantasme pour les écervelés. L'éruption créative par la sueur, tu n'y crois pas. Non. Toi, tu es un petit et glorieux harceleur du concept. Déconstruction délirante, progressisme sans queue ni tête, blasphèmes odieux, mise au bagne du beau pour le lait, diabolisation de celui qui œuvre pour l'éternel et glorification du mal. Te voilà dans ton élément. Tu t'y pavanes comme un empereur, t'y baignes comme un nouveau-né, tout satisfait de sa réalité. À cela, je n'ai pas grand-chose à leur dire, si ce n'est que vous êtes assez intelligent pour modeler une alternative entière au réel. Alors je ne doute pas que tôt ou tard, vous retrouverez ce goût pour l'incarnation noble, la poésie aussi cruelle que douce, ainsi que les élans vitaux que requiert la condition humaine. Bon voyage. Deuxième plan. Se changer en spartiate de l'existence. Bon. Alors toi, tu as compris que les rapports de force sont omniprésents. Tu te dis alors que la vie, c'est manger ou être mangé. Y a pas d'alternative. T'es un prédateur ou une proie, un chasseur ou du gibier, le décisionnaire ou l'exécutant, le vainqueur ou le perdant. Tu veux te hisser tout en haut. Tu veux frapper la vie autant qu'elle t'a mis à terre. Tu veux la blesser, la combattre, la dévorer, la mettre en lambeaux, pour in fine célébrer ta victoire sur l'autel des Spartiates. Pour toi, l'autre n'est certainement pas altérité, potentialité, curiosité, inspiration, surtout pas. Il n'est synonyme que de concurrence, de conflit, d'oppression et de menace. Tu deviens alors méfiant, barricade ton cœur et voile ton œil, pour ne pas faire confiance, ne pas aimer, et surtout ne pas contempler. Je ne parle même pas d'être amoureux. Quelle faiblesse ce serait. Ça y est, vous commencez à comprendre. Alors, aux Spartiates de l'existence, je vous demande, que faites-vous de la sensibilité, de l'émerveillement, de l'extase, du frémissement devant l'éternel, des majestueuses ailes que confère l'acte amoureux? Que faites-vous de tout ça? Si vous avez décidé de vivre froidement, grand bien vous fasse. Mais personnellement, je n'ai plus le temps, ni l'envie d'être froid. Je veux vibrer, fantasmer, sourire,
me consumer, souffrir, pleurer, m'émerveiller, ressentir, aimer, et tout ça à la fois. Alors, je vais le dire une bonne fois pour toutes. Je refuse que des mecs staccanovistes jusqu'à la moelle, productivistes à en planifier leur amour et dénués de sensibilité m'apprennent à vivre, à battre le fer brûlant de l'existence. Comment quelqu'un qui ne pleure plus ni de chagrin ni d'extase pourrait un tant soit peu m'apprendre à vivre? Et c'est là que nous arrivons à la troisième solution, le troisième plan, qui est le mien et j'espère le vôtre. Je suis tombé amoureux de la vie. Voilà le but de cette vidéo, vous rappeler à quel point la vie est belle et pourquoi elle vaut la peine d'être vécue. Alors oui, je sais, nous ne traversons pas tous les mêmes gouffres, ni arpentons les mêmes falaises. Je ne connais pas la peine que provoque la perte d'un parent, ou la souffrance de toute autre peine, très profonde. Tout ça, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai une foi inébranlable en la vie, en ses sommets comme en ses abîmes. Alors, si je peux ne serait-ce que le temps d'une vidéo vous charmer, en faveur de mon premier amour qu'est la vie, vous fournir une douce évasion à vos tourments, je saisis la chance qui m'est donnée. Qu'il y a-t-il de plus puissant que parvenir à se changer en Cupidon poétique afin de faire de la vie notre amante commune? Nos poèmes, nos proses ne sont que des flèches dans vos cœurs pour vous faire tomber amoureux de la vie, de ses extases et de ses déboires, car ce sont eux qui font son charme. Voyez donc cette vidéo comme une ode. Voyez cette vidéo comme une lettre d'amour pour la femme que j'aimerais pour toujours. Voyez cette vidéo comme l'œuvre d'un doux enfant espiègle. Une tulipe dans les cheveux, un crayon dans la main et un sourire candide au milieu du visage. Qu'avons-nous mieux à faire que sourire joliment? Vous pouvez aussi la voir comme un câlin à votre âme, ou une injonction vive à aimer la vie, car c'est peut-être ce qu'elle est au fond. Alors je vais vous raconter une de mes rencontres avec la vie, ce que j'ai vu comme monde, comme motif d'espoir, comme justification d'être en vie. Allongez-vous sous un cerisier en fleurs, les pieds nus dans l'herbe, un papillon entre les doigts, les yeux dans la danse des arbres, l'âme dans les nuages. Nous voilà prêts à dire je t'aime. La vie, sincèrement merci. C'est un petit mémo que je me fais au mois du futur. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci pour ces beaux moments. Merci pour ce sourire indélébile que tu as gravé sur mon visage depuis que je suis tout jeune. Merci pour toutes les personnes que tu as mis sur mon chemin. Merci pour ce beau monde que tu mets sous mes yeux. Je t'en serai à jamais reconnaissant et plein de gratitude. Allez, on y va. Samedi 24 août. Alors que je partais pour un énième voyage, empli de rêveries, de songes et d'invitations, après avoir été ébloui par l'astre solaire, mes yeux se plissèrent pour atténuer l'attaque qu'opérait le motif ocre et dru à l'encontre de mon iris. Au beau milieu
d'une sinueuse rue, mon regard se détourna de la boussole terrestre pour venir s'échouer ou se plonger dans deux abîmes d'un bleu pélagique. Mes globes oculaires s'enfonçaient avec une grande ardeur dans ces deux maelstroms. Ceux-ci flottaient au-dessus de l'allée, soutenus par un balcon étroit. À quelques mètres de hauteur, à ma gauche, sur ce balcon, deux sphères azurées avalaient goulûment la moindre parcelle de lumière, réfléchissaient le charme du petit et du grandiose, sifflotaient la douceur de l'enfance, hypnotisaient les serpents de l'âme, condensaient toute l'innocence du monde, satisfaisaient d'insignifiantes convoitises, faisaient s'évanouir toute prétention. Et enfin, avec le ciel pour toile poétique et les nuages pour ornement lyrique, non plus il, mais elle, organisaient la voûte céleste en gracieux vers. Sur ce balcon reposait tout ce que je tentais de dégoter et surtout de ramener du monde. Le beau, l'idéal, le fugace, l'éternité, l'aménité anodine, l'anomalie poétique. Toutes ces irréductibles égéries semblaient s'être donné rendez-vous en cette belle après-midi d'été, dans cette rue, devant moi. Cette fille, c'était la vie. Oui, c'était la vie. Et, dans une parenthèse oculaire tracée par nos iris, les galaxies de nos êtres se rapprochèrent discrètement. Avec nos yeux pour seul mot, nous tentions d'exprimer tout et rien à la fois. Alors, nous avons tracé un monde. Nous avons écrit notre rêve. Dans ce monde, la fantaisie éclaire les êtres. Les amoureux s'évanouissent sous les êtres. Ici, l'ordre du tout semble s'accorder avec le chaos du rien dans une valse langoureuse. L'agencement minutieux du cosmos laisse tout de même place à l'imprédictible, au charme de l'imprévu. Le silence passe la bague au doigt de la rivière et de son rythme envoûtant. L'honnêteté, quant à elle, se lie d'amitié avec le mystère, laissant sentiment et élan lyrique débordé dans une pudeur appropriée. Un pays où la maladie fiévreuse causant peine et deuil est soignée par la noble harmonie de quelques vers, où les souffrances ne sont pas mises au bagne, dissimulées et refoulées, mais où elles sont prises à bras le corps pour féconder une altérité artistique. Une contrée où chaque regard, chaque geste est empli de nobles intentions pour rendre au monde ce qu'on lui doit, où les secondes sont pleines de songes, les heures pleines de rêveries, les années pleines de poésie. Ici, on s'enivre sans trêve, de vertu, de poésie et de vitalité. Ici, nous ne sommes plus les esclaves piteux du temps. Nous le perdons désormais comme un luxe inestimable. Il se met alors à nous chasser et nous rappeler inlassablement notre finitude. Mais de cette manière, il travaille pour nous, nous fournit mots, aspirations, éclairs, en temps et en heure. C'est une région où les corps s'adonnent à de multiples habiletés, où les esprits exécutent des gymnastiques littéraires et philosophiques, où aucune enveloppe charnelle n'est détachée d'une conscience véloce, où ces deux entités forment une symbiose, un syncrétisme animant des carcasses d'hommes libres. C'est un coin reculé, où femmes et hommes œuvrent pour une cause commune et supérieure aux vices personnels, où les premières ne veulent pas duper les crédules libidineux, et où les derniers n'écourtent pas la complexité féminine à des courbes suaves. Leurs rapports sont faits de courtoisie, s'organisant autour de phrasés charmeurs, et leurs regards se croisent à nouveau, balayant d'un revers de main la timidité contemporaine. C'est un endroit où nos iris retrouvent leur enchantement naturel, où les galaxies oculaires illuminent le monde et ses habitants, où notre imaginative n'est plus avalée par un écran de verre de 15 cm,
où le monstre algorithmique a été terrassé par le silence, la poésie et la contemplation, où le bruit assourdissant du monde ne vient plus parasiter notre désir et orienter froidement nos idéaux, où l'homme a rétabli sa connexité inhérente avec sa mère, la nature. C'est une terre où chaque balade solitaire donne l'occasion de l'extase devant la flore luxuriante, devant le gazouillement des oiseaux diaprés, devant l'étrange organisation des rochers s'érigeant comme des empereurs, devant les vitraux ouverts sur le monde que sont deux arbres adjacents, devant le ballet dramatique que nous présentent les feuilles automnales sous le joug du vent, devant la sagesse qu'évoquent les chênes surannés, devant la paradisiaque demeure qu'offre un cerisier en fleurs, devant la mélodie symphonique que chantent les flots, devant le brasier safrané des soleils couchants, des villes incendiées par leurs lampadaires cadencés, les maisons qui laissent entrevoir une cheminée réconfortante, devant les toits qui ne voient de nous que notre cuir chevelu, devant la lune phosphorique qui réveille les rêves, devant les ténèbres du soir qui nous délivrent de nos angoisses, devant le parfum appétissant de l'aube, devant ciel et mer qui s'accouplent pour féconder une fille à l'accoutrement bleuâtre, au teint azuré, à la bouche lavande, aux jambes séraphiques et aux yeux de saphir. Cette créature, fruit de l'union entre l'éther et l'océan, n'est nul autre que l'horizon. L'horizon ou la vie, peu importe. Il n'en reste que j'ai fini par embrasser cette fille, par embrasser la vie. Je l'ai embrassée amoureusement, et je l'aimerai pour toujours. Je m'adresse à toi la vie. Ce monde, j'ai pu le visiter en plongeant dans tes yeux. Là-bas, tout était paisible, tranquille, riche et poétique. Mon être s'est délecté de son voyage. Mon âme s'épanait dans ses confins lointains. Mes démons se sont tus. Ma mélancolie a souri. Ce monde est beau. Cette vie est assurément belle. Souviens-toi de ça. Le monde est beau à en pleurer. Quel beau monde. Ce monde, ce rêve, eh bien ce n'en est pas un. Si j'ai vu tout ça, c'est que je l'ai cherché, impétueusement. À force d'errance, de vagabondage, de douces marches à la campagne, de discussions interminables à la belle étoile avec de formidables personnes, de siestes dans les hautes herbes, de soirées où le rire est notre monnaie et aussi notre seul souvenir, d'extase en fin de journée quand le soleil se ferait un chemin jusqu'à ma peau à travers les feuillages, à force de larmes insoutenables devant un acte amoureux, de côtoyer la douceur féminine, de rendre fier un mentor qui a fait bouillir notre corps jusqu'à l'écrouler, à force de vibrer quand on œuvre pour le bien, d'écrire à s'en tuer les doigts, dire je t'aime avec le cœur cassé, parce que c'est encore plus beau, avec un encore. Alors oui,
La vie, je t'aime encore. Malgré tes déboires, les souffrances que tu m'imposes et l'absurdité à laquelle tu me confrontes. Tout ça, j'en suis aussi tombé amoureux. Vivre, c'est en partie résister. Résister à baisser les bras. Résister à devenir froid. Résister pour encore pleurer. Alors, chaque jour, œuvrez. Œuvrez pour votre cause, pour l'univers, pour Dieu, pour l'éternel, peu importe. Mais œuvrez. Œuvrez intensément. Souriez au fond du gouffre et pleurez au sommet. La vie n'est pas belle, franchement. Sortez dehors, ouvrez les yeux et regardez, écoutez. Les papillons qui se chassent, qui dansent, les conversations qui débutent, le soleil qui règne, les nuages qui voyagent, la pluie qui s'abat, tout ça. Vous trouvez tout ça normal? Alors, c'est que vous trouvez ça normal de vivre. Mais, comme l'a dit Étienne Lerin, trouver ça normal, c'est déjà vivre, un peu moins. Je vous le redis, trouver ça normal de vivre, c'est déjà vivre, un peu moins. Alors je vous en prie, ne soyez pas de ceux qui vivent moins, soyez de ceux qui vivent plus, soyez de ceux qui vivent tout, plus intensément. Pleurez, œuvrez et vivez, tout simplement.